Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 1.4 de Kubernetes. Aujourd'hui, on va parler des volumes et des possibilités de stockage sur Kubernetes. La première chose à savoir, c'est que le stockage va être un des deux gros points d'accroche de Kubernetes comparé à Docker. Donc, l'autre point d'accroche en passant, c'est la réseautique. On va aller le revoir quand on va aller utiliser un cluster qui n'est pas un cluster local, mais on a déjà vu la semaine passée que c'est un peu problématique de tout configurer ça correctement. Mais le deuxième gros point d'accroche, c'est vraiment le stockage. Pourquoi est-ce que c'est un point problématique? Ben, c'est à cause de la structure elle-même de Kubernetes. Donc, si on fait une comparaison avec Docker, Docker est sur un environnement local, donc on a accès à un file system, un système de fichiers local qui est facilement accessible, qui est facilement partageable. Quand on travaille avec Kubernetes, le principe, c'est de l'orchestration de conteneurs sur plusieurs systèmes indépendants. Donc, on ne peut pas garantir qu'un fichier qu'on a écrit dans un emplacement quelconque sur un disque va nécessairement se retrouver là pour un autre déploiement, pour un autre pod. Pourquoi? Ben parce que ça se peut très bien que la première tâche de travail a été envoyée sur un premier node, puis qu'une deuxième tâche de travail a été envoyée sur un deuxième node. Pour l'instant, la majorité des applications qu'on a construites ne prenaient pas le plein... les pleines possibilités de ça, parce que les différentes applications qu'on a construites étaient quand même assez minimes et étaient habituellement toujours déployées sur le même node. Mais c'est pas une garantie. Fait que on va regarder aujourd'hui nos premiers tâtonnages du stockage qui va premièrement regarder comment est-ce qu'on peut utiliser le stockage de la même manière qu'on l'utilisait à l'intérieur de Docker. Donc, quand j'ai besoin de partager de l'information entre deux containers, on peut avoir un déploiement qui va contenir seulement un déploiement qui va contenir plusieurs images, puis on va voir qu'on peut gérer ça. Puis après ça, on va commencer à parler de volumes persistants, des persistent volumes, qui va nous démontrer comment se créer une petite place sur un node. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines garanties de Kubernetes qui ne seront plus là, mais on va devoir attendre la troisième partie dans l'info nuagique pour être capable de voir comment gérer ce genre de gestion de fichiers à grande échelle. Donc, on va commencer, puis on va aller regarder un exemple où je vais avoir deux applications qui vont transférer de l'information à travers le disque. Donc, j'ai une première application qui va regarder à un endroit sur le disque, okay, donc dans un container. Est-ce que cette image-là existe? Et si elle n'existe pas, ça va télécharger une image aléatoire puis la sauvegarder à cet emplacement-là. Donc, n'importe quel accès à cette application-là va nous permettre d'aller télécharger et écrire l'image sur le système. Notre deuxième application, elle, va aller regarder si l'image existe, puis va nous la montrer si elle est disponible. Fait que ce qu'on veut faire ici, c'est démontrer qu'on peut avoir deux applications. Une qui va écrire sur le disque et une deuxième application qui va aller chercher l'information sur le disque. Si vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe, okay, on a un lien ici sur le site qui nous permet d'aller voir comment les différentes fonctions travaillent. Pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, là, mais si on regarde rapidement, on peut voir, okay, on a une première application qui est le Image Finder. Donc, le Image Finder, comment il fonctionne? Il va chercher, il va créer un dossier, puis dans le dossier, il va aller chercher une image quelconque, puis lui va aller
écrire l'image. Donc ici, c'est JavaScript, là, on ne s'attend pas à connaître ça, mais c'est juste pour voir que cette application-là, ici, va écrire l'information sur le disque. Si on regarde ici, on a le directory qui est le dossier /user/source/app/file avec le file path qui est le image.jpeg. Si on revient en arrière puis on regarde le image response, bien, le image response, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder au même endroit, puis il va aller lire le fichier de cet élément-là. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va essayer d'accéder à l'application, quand on va essayer d'aller accéder à une page, là, on va faire une requête HTTP, lui va directement nous renvoyer l'image comme si c'était un téléchargement. Donc, on a ces deux applications-là. On veut être capable de partager un fichier à travers le file system. Donc, il va nous falloir travailler avec nos fichiers de déploiement pour être capable de créer ça. Donc, un fichier de déploiement qui va avoir un volume au niveau de Docker, puis qui va avoir deux images, deux containers qui vont pouvoir se partager cette image-là. Donc, si on regarde ici, donc on a un déploiement. Donc, pour la partie de déploiement, on a la première partie qui est exactement comme, puis je l'ai ici, là. Donc, exactement comme qu'est-ce qu'on avait avant. Donc, de type déploiement, on lui donne un nom, habituellement un nom spécifique de notre comme projet, avec un tiret qui nous dit laquelle phase on est en train de faire, dans ce cas-ci, déploiement. On veut juste une réplique de ça, donc juste une application qui est en train de s'exécuter. On lui donne le nom image, comme ça on va pouvoir faire référence à ça entre nos différents fichiers. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va avoir la spécification de notre déploiement. On a nos containers. Donc déjà là, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a dans le containers deux images, ok, deux containers à créer. Donc on va avoir notre image finder et on va avoir notre image response. Donc dans ce cas-là, on définit deux images distinctes. Puis au niveau des containers, on leur fait un volume mount. On lui donne le point d'accès à l'intérieur du container. Puis on lui dit quoi déposer. Donc on appelle quelque chose qui s'appelle un shared image. Pour gérer ce nom de volume-là, ce qu'on va avoir ici dans la spécification, c'est ici un volume qu'on appelle shared image. Puis on indique ici que c'est un disque vide. Puis à partir de là, Kubernetes va gérer la création d'un volume avec Docker qui va me permettre d'avoir automatiquement le restant qui est fonctionnel. Donc en ce moment, on est en train d'exécuter ça sur notre cluster revamp de la partie 2. Donc si je regarde ici mon cluster, on se souvient qu'on avait créé quelques petits liens vers un load balancer sur notre port 8081. Fait qu'on revient avec notre ingress qui va être capable de recevoir sur le port 8081 local qui va aller au port 80 de mon cluster qui va être sur le path de base. Puis là ici, je me suis créé sur le port 2345 un service pour mes images. Puis dans mes services pour mes images, je me suis dit que j'allais travailler avec mon image. Puis à partir de là, lui allait aller sur le port 3000, qui est le port sur lequel mes différents déploiements fonctionnent. Donc je veux faire ce déploiement-là. Donc pour être capable d'appliquer ces différents fichiers-là, un élément qu'on n'a possiblement pas vu, je peux faire mon apply. On avait vu qu'on avait l'option "-f" pour être capable d'appliquer différents fichiers, mais je peux aussi donner le nom d'un dossier directement.
puis il va aller regarder tous les fichiers YAML dans ce dossier-là et va les appliquer tour à tour. Donc, je peux voir ici que j'ai mon déploiement, j'ai mon ingress, j'ai mon service, tout est disponible. Donc, avec tout ça, je devrais être capable d'aller sur mon port 8081, puis je peux voir ici que ça l'a directement téléchargé une image que je peux ouvrir pour regarder le résultat. Je peux voir ici, il y a une image qui a été téléchargée, puis je suis capable d'aller la voir avec mon application. Si j'y retourne, ok, ça télécharge la même image, ok, qui a déjà été téléchargée une première fois. Donc, on est capable d'avoir ici une application qui utilise un déploiement à travers plusieurs conteneurs. OK, mais en ce moment, ce fichier-là n'est pas sur le node directement. Il va être sur l'implémentation des conteneurs du node. Donc, il est dans un Docker volume à l'intérieur de mon node. OK, c'est très loin, c'est quand même assez inaccessible. Là, ici, je suis capable d'y accéder à travers mon application qui me redonne l'information, mais c'est pas quelque chose qui est viable si j'ai besoin d'avoir un accès quelconque à ces fichiers-là. Deuxième point de la journée, on va avoir ce qu'on appelle les persistent volumes. Hein, parce que là, le principe, c'est que si je delete, encore ici une fois, même principe avec le F, avec le delete, on peut avoir un delete sur un dossier, puis lui va directement enlever toutes les différentes ressources qui sont spécifiées dans les fichiers YAML. Donc là, ici, on a délité mes applications, délité mes conteneurs, puis ça fait en sorte que j'ai plus accès à ces fichiers-là. OK? J'ai plus accès à ces différents éléments-là. Et si je repars mon application et que je retourne sur mon lien, et que je regarde, ben, ça a téléchargé une nouvelle image de manière aléatoire. Parce que ici, l'image n'existait plus à ce point-là. Du fait que j'ai tout détruit mes différents déploiements, ce qui a détruit mes différents pods, ce qui a détruit mes différents conteneurs, ce qui a détruit le volume qui venait avec, il n'était plus disponible. Donc, quand j'ai reconstruit, ben, il a fallu qu'il aille rechercher notre information pour être capable de l'utiliser. Donc, c'est pas persistant. On n'a pas ici la possibilité de garder la même image une fois que je l'ai sauvegardée sur mon cluster. Fait que les persistent volumes, ça va être, ben, ça le dit dans son nom, hein, un stockage persistant. Donc, il existe différentes manières de construire les persistent volumes, puis on va revenir à travers les différentes parties pour travailler avec, parce que, encore une fois, pour être capable d'avoir des vrais volumes persistants, il faut que ça soit un peu agnostique du node sur lequel c'est. Donc, habituellement, ça va être un service complètement externe, habituellement des services infonuagiques de stockage de données, qui va nous permettre d'avoir des vrais volumes persistants qui vont être utilisables pour tout mon cluster. Là, ici, on va juste commencer à regarder c'est quoi les fondements, les concepts de base qui vont nous permettre d'utiliser des volumes persistants dans notre application. Fait qu'on va ici utiliser une mauvaise méthode, ultimement, qui va nous permettre de créer directement sur un de nos nodes un dossier qu'on va pouvoir utiliser. Donc, encore une fois, cette méthode-là va être peu utile à grande échelle parce qu'il faudrait aller travailler sur chacun des nodes, commencer à créer des dossiers, ce qui va un peu contre la thèse de Kubernetes, qui est l'orchestration
Hein, on est supposé dire qu'est-ce qu'on veut faire, pas seulement écrire spécifiquement chacun de mes 10 nodes pour commencer à travailler. On veut éviter ça. Fait que on commence avec ça. On peut travailler avec les persistent volumes. Donc, pour être capable de travailler avec les persistent volumes sur Kubernetes, ça prend en gros 3 étapes. Donc, la dernière étape de ceux-là, ça va évidemment de l'utiliser dans notre déploiement. Donc, on voit ça en dernier. Mais il y a 2 autres étapes avant notre déploiement. Donc, pour être capable de gérer des éléments persistants, il va falloir se créer un pool, okay? Donc un espèce de bassin dans lequel mes différents pods, dans lequel mes différents déploiements vont pouvoir aller piger. Donc c'est pas juste de dire à mon déploiement, voici une affaire que tu peux utiliser. Il faut se donner ce qu'on appelle un persistent volume, donc une affaire que je peux compartimentaliser pour être capable de offrir ça de manière plus granulaire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier Kube sur un de nos agents, hein, sur un de nos nodes. Donc, pour être capable de faire ça ici, c'est juste à cause que j'utilise K3D que je suis capable de faire ça. Donc, je vais utiliser la commande docker exec pour aller sur le node, puis créer le dossier. Donc, avec ça, on est capable de créer le dossier. Si on y fait un petit ls, on peut voir ici qu'on a le dossier Cube dans notre dossier TMP sur notre agent 0. C'est dans ce dossier-là qu'on va vouloir créer le persistent volume. Donc, comme j'ai dit, ici, c'est juste un bassin. On n'a pas encore de lien direct avec des applications, avec des pods, avec des déploiements. C'est vraiment juste de dire, voici du stockage qui est disponible pour mon cluster. Donc, on se crée un nouveau fichier pour un nouveau type de ressource, qui est un persistent volume. Et on va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Encore une fois, ici, c'est juste pour démontrer les concepts des persistent volumes. Ça, ici, c'est vraiment une mauvaise méthode à utiliser avec Kubernetes parce que ça nous limite grandement avec qu'est-ce que Kubernetes est capable de faire. Mais la première partie, ça reste la chose qui va ultimement rester. La partie d'en bas, ça va être la problématique du fait qu'on est local en ce moment. Donc, on se crée un nouveau fichier, on a un API version V1. Le kind, c'est un persistent volume. Encore une fois, on lui donne un nom qu'on va pouvoir réutiliser quand on va vouloir faire référence à ce PV-là. Donc, on a ici le exemple-PV. On a le type de storage class. Donc, manual, ici, ça veut dire que c'est moi qui va définir directement c'est où, c'est quoi. Ultimement, sur des systèmes, quand on va avoir accès à des systèmes externes, des systèmes infonuagiques, la classe va être différente. Ensuite, il faut spécifier la capacité de stockage. Donc, encore une fois, ici, c'est comme un bassin qu'on va pouvoir découper par la suite. Donc, ici, on utilise la formulation simplifiée là, des gigabytes. On pourrait avoir des mégabytes et ainsi de suite. Ici, en fait, c'est même des gigabytes, juste pour être certain qu'il n'y a pas aucune confusion. On a ensuite le mode dans lequel ça va être spécifié. Donc, avec l'info nuagique, il y a différents types de stockage, où c'est qu'il y a des stockages en bucket, directement avec des objets. Donc là, ici, on veut l'avoir directement sur notre système de fichiers. Donc, ça va être de type file system. Puis, on l'a en read-write. Donc, capable d'écrire, capable de lire. On dit que c'est là qu'on commence notre partie qui est moins habituelle avec Kubernetes, là, qui est juste pour démontrer le concept. Donc je dis que ça va être un élément local qui va être sur un chemin spécifique de notre agent, de notre node. Puis, en plus que on a plusieurs nodes en ce moment,
il faut sélectionner qu'il y en a juste un qui est capable de faire ça. Il n'y en a aucun autre qui est capable de gérer ce persistent volume-là. Fait qu'on a ici ce qu'on appelle le node affinity qui indique que qui c'est qui est capable d'y accéder. Donc, on a besoin, on sélectionne un node avec telle méthode-là, on veut trouver une expression dans le hostname qui s'appelle KTD, K3S, défaut, agent 0, hein, qui est le nom de notre agent dans Docker. Donc, c'est ça qui nous permet de sélectionner que c'est bien l'agent 0 qui va utiliser le chemin temp cube. Fait que ça ici, c'est la première étape. Okay? On a dit, voici un espace de travail que Kubernetes peut utiliser. Une fois qu'on a cet espace de travail-là, il va falloir avoir une deuxième étape qui va relier un déploiement, qui va relier un pod, ultimement, avec un espace qui va être réservé à l'intérieur du persistent volume. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un claim. Donc, le claim, c'est l'élément intermédiaire entre le bassin de possibilités et le lien vers notre pod, vers notre déploiement. Donc, on va avoir un persistent volume claim. Encore une fois, nouveau manifeste. Et on a ça ici. Parfait. Donc, même principe, on a le claim. Okay. Donc, ça ici, ça va être voici la taille de l'information que j'ai besoin à l'intérieur d'une application. Donc, on lui donne un nom, on lui dit le type de storage class que j'ai besoin. Donc, ici, ça pourrait être, dépendamment de l'application, peut-être un bucket S3 sur Amazon ou des choses comme ça. Puis, on a besoin d'une taille quelconque. Donc, ici, ça pourrait être plus petit que notre persistent volume. C'est-à-dire que ce que j'ai, la partie de la tarte que je veux réserver, il faut qu'elle rentre dans le persistent volume. Donc, ici, on a pris la même taille, mais on aurait pu la prendre plus petit. Puis finalement, on va avoir dans notre spécification de notre déploiement. Donc, on retourne dans notre déploiement. Ici, on a notre exemple où c'est qu'on utilisait 2 images à travers le même container. Pour la partie container, ça reste pareil. Okay? Parce qu'on lui donne un nom d'un volume mount. Puis là, ça va être à moi de spécifier qu'est-ce qu'on va avoir de disponible. Donc, à la place d'avoir un empty directory, je vais avoir, bon, encore une fois, le shared image, mais là, je vais utiliser un persistent volume claim, puis je vais utiliser le image claim, okay, qui était le nom que j'avais donné à ce persistent volume claim-là. Fait que je vais pouvoir dire, voici un claim de 1 GB que je peux utiliser. Lui, il va aller regarder les différents persistent volumes qui sont disponibles, puis il va automatiquement en sélectionner un. Hein? Donc, les persistent volumes, c'est vraiment des bassins. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux-là. Hein? Donc, c'est un point extrêmement important à comprendre. C'est pas mal la chose la plus importante à comprendre aujourd'hui. Ça va être que quand je crée quelque chose avec un élément persistant, je vais avoir 3 étapes. Le persistent volume, qui va être le bassin de données. Une fois que c'est fait, il est disponible pour tout le monde. Quand je veux piger dedans, je vais avoir des claims. Okay? Puis, il n'y a pas de lien direct. Okay? La redirection se fait automatiquement.
Donc, si j'avais plusieurs persistent volumes, ça pourrait utiliser celui qui veut, celui qui a de l'espace. Puis, une fois que le volume claim est spécifié, je peux l'utiliser dans un déploiement. Okay? Puis, quand ce déploiement-là va être fait, c'est là qu'il va aller réserver notre élément. Donc, je peux, encore une fois, appliquer le dossier au complet. On peut voir ici, tout a été créé correctement. Puis, si je retourne voir à l'intérieur du dossier, en ce moment, il n'y a rien. Mais quand je retourne, regardez, bon, le premier coup, en ce moment, on est en Ingress, hein, et la première application, quand elle se fait chercher, va aller télécharger l'application. Fait que quand j'y retourne, je devrais avoir mon image. Maintenant, si je regarde mon LS, je peux voir que j'ai une image à l'intérieur. Puis, je regarde l'image pour voir c'est quoi. Ok, une belle photo de la mer. Puis là, ce qu'il va voir, c'est est-ce que c'est vraiment persistant? Et si c'est vraiment persistant, je peux arrêter tous mes éléments. Je peux les repartir. Puis à ce point-là, hein, puisque l'image était directement sur mon node, directement sur mon agent 0, quand je recommence, ça télécharge l'image. Quand j'ouvre mon image 5, j'ai la même image qui a persisté à travers ici ce qu'on pourrait imaginer étant un bris du cluster, l'application qui plante, le container qui ne fonctionne pas. Donc n'importe quoi, ça a été persistant. Ça a été fonctionnel comme je le voulais. Donc avec ça, ça fait le tour de notre première partie sur Kubernetes. Donc, on a appris les fondements de Kubernetes avec le principe de pods, hein, qui est l'élément le plus petit que Kubernetes est capable de traiter, dans lequel il va y avoir un ou des conteneurs. On a vu le principe de déploiement, qui va être capable de gérer les différents pods. On a vu le principe de service qui va me permettre de me connecter à mes différents pods. On a vu le principe de ingress qui va me permettre de se connecter de l'extérieur à notre cluster et d'être capable de rediriger l'information vers le bon chemin. Et aujourd'hui, on a vu le principe de volume qui va être capable de gérer de l'information à long terme. Donc, on va, dans la prochaine partie, regarder parce que là, ici, on a en fait refait qu'est-ce qu'on connaissait avec Docker. Là, dans les prochaines parties, on va voir comment est-ce qu'on peut dépasser qu'est-ce qu'on a fait avec Docker, puis vraiment tomber dans la partie de management. OK? C'est quoi les différents outils qui vont nous permettre de se rendre là? Fait que ça ici, ça fait le tour de la partie 1.4 de Kubernetes et ça clôt la partie 1 de DevOps with Kubernetes.